invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et décrypter les dernières décisions de politique monétaire. En l'occurrence, Mabrouk Chetouane avec nous, le responsable de la stratégie de marché chez Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florian Yelpo, le responsable de la macro chez Lombard-Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Et Zakaria Darwish qui nous accompagne également ce soir, le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Dans un monde normal ou apaisé, la Fed avait des arguments quand même pour signaler au moins sa capacité à ajuster peut-être à la baisse un réglage de politique monétaire qui reste encore modérément restrictif. On a vu quand même sur le dernier rapport inflation que le risque inflationniste était pas ou peu présent aujourd'hui, en tout cas dans le passé. On voit quand même une détente du marché du travail. Et bien sûr, il y a toutes ces incertitudes devant qui empêchent la Réserve fédérale américaine de signaler aujourd'hui sa volonté ou sa capacité de baisser ses taux. Oui, si on se base sur des données, on va dire, matérielles, par exemple les projections des membres de la Fed en termes d'inflation et de croissance, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est plutôt des signaux qui compliquent quelque part la mission de la Fed, avec effectivement une révision à la baisse des prévisions de croissance, mais aussi une révision à la hausse des prévisions d'inflation. Ouais. Et on ne peut que saluer le courage de Jérôme Powell de de tenir tête à résister à la demande pression, de baisse des taux de Donald Trump, concernant le chemin de politique monétaire. Ce que souligne également Jérôme Powell, c'est que cette incertitude, elle jouait aussi par rapport au sujet des barrières douanières et de l'impact sur ces barrières douanières. Et ce qu'il dit en substance, c'est que, en fait, oui, on n'a pas vu d'impact sur l'inflation, mais c'est juste derrière le carrefour. Et c'est bien la politique tarifaire qui empêche la Fed aujourd'hui de baisser ses taux. S'il n'y avait pas cette menace, cette incertitude et cette volonté et cette mise en place de tarifs, la Fed pourrait peut-être se permettre de commencer à baisser à nouveau ses taux d'intérêt. Oui, on peut au moins imaginer en fait une sortie au moins progressive d'une situation qui peut être qualifiée comme étant restrictive. Ouais. On voit qu'on a des indicateurs qui sont plutôt contrastés, macroéconomiques sur les données dures. On a un taux de chômage qui remonte, mais ça remonte modérément. Il y a plusieurs éléments. On est sur si on regarde, en fait, si on dézoome un peu sur le chemin de l'inflation, on est quand même sur un chemin qui est baissier. Mais on voit que, en fait, le staff de la Fed et les opérateurs de marché, par exemple, si on regarde sur le marché de l'inflation, on s'attend à une inflation qui est grosso modo un peu au-dessus de 3 sur l'année qui arrive, avec des fixings qui vont commencer à augmenter à partir du prochain mois, qui a déjà commencé sur les derniers chiffres et qui vont continuer à monter sur les prochains mois. Et ça, quelque part, ça justifie la posture de la Fed aujourd'hui par rapport à ce facteur-là. Ouais. Bon, comment la séquence peut évoluer de ce point de vue-là? Évidemment, ça nous ramène à la politique tarifaire de Donald Trump. Déjà, c'était la bonne décision pour la Fed, il n'y avait pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qui lui permettra de sortir de ce statu quo? Et qu'est-ce qu'on attend désormais des impacts des tarifs déjà mis en place sur l'économie américaine, pour le consommateur notamment, Florian? Je pense que le meeting auquel on a assisté hier soir est plus ou moins un copier-coller du meeting précédent. C'est-à-dire que ce que ce meeting met en exergue, c'est la présence d'un risque de stagflation, donc comme vous le disiez, plus d'inflation, moins de croissance. C'était la phrase qui avait été ajoutée au précédent statement, au précédent discours lu par Jérôme Powell. Donc, quelque part, il y a une absence totale de nouvelles à l'intérieur de ce meeting. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, les marchés eux-mêmes ont commencé à imaginer que ce meeting, avec ces révisions de prévisions, serait l'occasion justement pour la Fed de reconnaître que, puisque les pressions inflationnistes avaient tendance à baisser, il était plus que temps d'entamer des baisses de taux. On a même des gens qui anticipaient une baisse de taux de 25 points de base à ce meeting-là. On se souviendra de la jumbo cut l'an passé pour un petit peu de chômage, pour une règle de Sam qui s'active, donc un chômage qui s'élève que marginalement. Ce qu'on voit, moi ce que je lis du précédent rapport sur l'inflation, c'est que l'inflation sur les biens, qui est l'inflation qui devrait normalement montrer cette inflation qui vient des droits de douane additionnels, elle est toujours très proche de zéro.
Donc pour l'instant, cette inflation tarifaire que beaucoup d'économistes redoutent, elle est nulle part. Si on regarde un petit peu l'histoire des barrières tarifaires, on remonte aux années 30, une augmentation de droits de douane supérieure à 5% dans l'ensemble n'a jamais amené de vague d'inflation parce que ça pèse tellement sur la demande que en fait, l'effet de demande négative vient compenser les volumes baissent, cet effet comme une taxe sur la valeur ajoutée. Donc on se retrouve dans une situation en gros où on est face à un risque de stagflation qui est le pire des cauchemars de toutes les banques centrales. Le spectre des années 70 qui pèse sur nous, c'est une évidence, et paralyse en fait l'action de la Fed. Cette incertitude qui, on en reparlera probablement, qui pèse tellement sur la prise de décision d'investissement, sur l'investissement dans nos portefeuilles, pèse également sur les décisions des banques centrales et notamment sur celles de la Fed. Comment on en sort? Avec de la visibilité, on sort de la période des 90 jours, merci, et on voit ensuite au troisième trimestre quel est l'impact sur les hard data, sur les données dures que peuvent avoir mais ces pas droits de avant le douane. troisième trimestre. A priori, c'est là qu'on va commencer à voir l'effet réel. L'effet nominal n'est pas là. L'effet réel, il reste à venir. Et le moment où on va commencer à le percevoir, ça va être dans la saison des résultats qui va commencer incessamment sous peu et dans les chiffres du PIB qu'on aura dans 5 semaines à peu près. Bon. Avant ça, difficile d'éliminer cette couche d'incertitude. Et en maintenant, alors c'est la trajectoire des dots, le scénario médian, mais en maintenant l'idée de 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, ça veut dire que la Fed, le marché, les investisseurs s'attendent à ce que ce constat du troisième trimestre conduise à quoi? L'idée que oui, il n'y a pas de choc inflationniste délirant et qu'on peut ajuster, neutraliser, normaliser, continuer de normaliser la politique monétaire. Ce serait le plan, D'accord. puisqu'on est en train de découvrir les effets de cette politique tarifaire incroyable selon nos standards historiques. Ah ouais. Bon, ça veut dire que la Fed va être assez en retard de ce point de vue-là, du coup, Mabrouk. Je savais que vous alliez attaquer une banque centrale. Alors non, la Fed n'est pas en retard. Moi, j'ai pas vu en fait. Elle est là où elle veut. Et c'est elle qui C'est ce que décide. vous dites. Voilà, à chaque fois. c'est le boss du game, comme on dit. Non, mais plus sérieusement, globalement, il n'y a pas de. Pour le moment, ce que Jérôme Powell a dit, il y a 2 éléments hyper importants. Premièrement, une banque centrale et la politique monétaire, c'est forward-looking. Donc effectivement, il y a un risque potentiel d'augmentation de l'inflation et donc de baisse de la croissance qui pourrait se matérialiser, il a bien employé le conditionnel, dans le futur. Et encore, et là je suis tout à fait d'accord avec Florian, les tarifs douaniers, et sans aller jusque dans les 30, on a bien vu ce qui s'est passé pendant la première guerre commerciale. Certes, c'était bilatéral, mais il n'y a eu aucun impact même sur les prix importés, globalement, puisqu'il y a différents facteurs qui neutralisent l'effet effectivement tarifaire. On parle d'effet change, notamment, le dollar qui se déprécie. C'est effectivement là aussi une variable qui va pouvoir, à un moment donné, compenser. Donc il y a plein d'éléments, effectivement, qui sont derrière. Premièrement. Deuxièmement, il a aussi indiqué, premièrement, que les marchés n'appellent pas de baisse de taux, en fait, en réalité. Donc, ils ne sont pas non plus en train de crier à la baisse de taux. Et c'est une réalité empirique, on la constate. On voit bien que les anticipations de marché concernant, justement, la politique monétaire ne sont pas exubérantes. On a pu le voir par le passé. À un moment donné, on se souvient qu'on a eu cette baisse de taux qui était pricée, alors même que, finalement, ce n'était pas nécessaire. Et je pense qu'il y a un point extrêmement important, si on fait le parallèle avec 2024, et je pense qu'on va assister à la même situation. Jérôme Powell a bien indiqué, la politique monétaire est aujourd'hui légèrement restrictive. Donc, en fait, il se laisse la latitude, et c'est exactement ce que le FOMC indique, avec 2 baisses de taux anticipées, de pouvoir ajuster la politique monétaire, neutraliser, voilà, arriver à une forme de neutralité monétaire, en quelque sorte, une situation où la politique monétaire serait en phase avec la réalité macroéconomique américaine, c'est-à-dire un marché du travail qui décline. Il a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune pression inflationniste qui émanait du marché du travail, et quand on regarde différentes métriques, par exemple, je sais que Florian n'aime pas celle-ci, mais moi je l'aime bien, c'est quand on regarde le wedge tracker de la Fed d'Atlanta et qu'on juste calcule l'écart entre les gains, la progression salariale entre ceux qui changent et ceux qui restent, maintenant l'écart est effectivement proche de 0, voire même négatif. Avant, il y avait une grosse incitation à quitter son job pour en trouver un autre. Ce qui signifiait par ailleurs qu'on avait une énorme inflation émanant du marché du travail et qui alimentait l'inflation sous-jacente. Or là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc en fait, l'inflation, elle est principalement drivée donc par ces tarifs et potentiellement par ce qu'on appelle un choc d'offres. Et on sait pertinemment que face à un choc d'offres, une politique monétaire ne peut rien faire. Et donc, résultat des courses, on ne bouge pas, on attend effectivement de voir si cette guerre tarifaire est fantomatique ou elle est réelle. Parce que pour le moment, elle est
plutôt fantomatique. Il y a quand même bien des tarifs qui sont mis en place. Les tarifs qui montent, effectivement, mais 10% pour tout le monde. Le péage moyen aux États-Unis, il a quand même monté par rapport à l'historique, y compris en prenant en compte encore une fois, la première guerre commerciale. Ce qui est quand même assez formidable. Plus le même régime. Non, mais c'est plus le même régime. Mais ce qui est formidable, c'est que Donald Trump a prêché le 20% pour obtenir le 10%. Donc ça, en fait, on est tout à fait d'accord avec cette technique, effectivement, de négociation qui est là aussi, on va dire, tout à fait spectaculaire en termes de résultats. Mais néanmoins, rien ne garantit qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les tarifs pratiqués entre la Chine et les États-Unis, on est à peu près à 50% de tarifs sur les importations chinoises et 30% c'est ça, oui. Et 30% sur les importations américaines. Oui. Ça veut dire qu'à 50%, globalement, déjà, on n'a plus de flux commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc, on ne peut pas rester à ce niveau-là. C'est pour ça que je pense que le 10% et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une forme de plafond et on va forcément redescendre. Tarif universel, quoi. Mais même plus bas que 10%, me semble-t-il. Et 10%, il ne faut pas oublier qu'on arrive d'une situation où, en moyenne, les tarifs moyens pour les États-Unis, c'était 2 et des bananes, 2,9, je crois. Ça ferait quand même déjà quasiment un x3. C'est quand même assez spectaculaire. Donc je ne pense pas effectivement qu'on aille jusque-là et que Donald Trump se laissera finalement de la marge, ou même les augmenter plus tard, et se garder quelque part quelques munitions pour entretenir ce volet tarifaire au cours de son mandat. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Zakaria, effectivement, Jérôme Powell résiste à une pression énorme de Donald Trump, qui a encore insisté sur l'idée qu'il fallait baisser les taux de 100 points de base, que lui-même ferait bien mieux le job. D'ailleurs, est-ce qu'il ne pourrait pas être également président de la Fed en même temps que président des États-Unis? Bref, non mais ça suggère quand même que la phase de succession de Jérôme Powell peut venir troubler peut-être les investisseurs et peut même être une arme, j'allais dire, pour l'administration Trump, dans un intervalle de quelques mois, qui viendrait justement troubler les messages officiels du président encore de la Réserve fédérale américaine jusqu'en mai 2026. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure, qu'il faut regarder avec sérieux. Clairement, par exemple, quand on regarde les anticipations de marché sur les mouvements de la Fed, on voit qu'il y a une certaine rupture au départ de mai 2026. Voilà, exactement. Et une façon de l'interpréter, c'est de s'attendre à ce que le prochain gouverneur de la Fed puisse être, on va dire, plus au goût de Donald Trump d'une façon ou d'une autre. On voit par exemple Christopher Waller qui commence à faire des appels du pied en disant, en prenant une position la plus dovish, on va dire, du board de la Fed. Le sujet, c'est que, en fait, les États-Unis, il y a un sujet, en fait, on ne peut pas séparer ça du sujet fiscal aux États-Unis. Et aux États-Unis, ont déjà fait un choix, ils ont déjà utilisé une cartouche qu'ont tous les pays pour se financer de faire une partie quand on a un manque de demande, quand on a des émissions qui se passent un peu moins bien que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on émet de la dette courte sur laquelle la demande est beaucoup plus élevée et le titre américain à 3 mois ou à 6 mois, on n'a pas de sujet, on va dire, sur globalement là-dessus. Les États-Unis à rembourser, oui. Et du coup, en fait, quand on regarde la dette américaine, il y a 30% grosso modo de grandeur de la dette qui est à moins d'1 an. En France, c'est 10%, l'Allemagne, c'est 15% de mémoire. Donc, en fait, il y a déjà cette cartouche-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que Donald Trump répète à longueur de journée comme quoi ça coûte cher d'avoir des taux courts aussi élevés. Donc, ils doivent remettre sur du long à un moment, là? Eh bien, oui, mais du coup, en fait, le sujet finalement aux États-Unis, c'est le sujet de la crédibilité fiscale et de la super loi. Oui, la belle grande loi. Oui. Voilà, exactement. la belle, grande et unique loi. Et en fait, toutes les provisions qui sont dans cette loi, que ce soit en fait en termes d'augmentation des déficits, mais aussi la fameuse section 589. 899. Pardon, 899, allez. Celle qui prévoit peut-être une taxation sur les revenus du capital des étrangers aux États-Unis. Exactement. Et en fait, finalement, les investisseurs étrangers sont très sensibles à ce genre de choses. C'est-à-dire que finalement, en fait, le niveau des taux d'intérêt longs, il est dicté aussi beaucoup par ce type de signal, par bien sûr la politique fiscale, par les anticipations d'inflation, bien entendu, mais aussi par ce statut d'actifs sans risque qu'ont représenté jusqu'à présent les États-Unis et qui, en fait, on entend de grands fonds de pension, on entend le sujet à Hong Kong, on entend le sujet en Australie, qui se posent la question de diversifier leurs réserves par rapport à cela. Et je pense que c'est ça le grand sujet. Alors,
virer Donald Trump, Jérôme Powell, que ça soit maintenant, parce qu'on sent que la tentation de Donald Trump est quand même forte de faire quelque chose là-dessus, ou de remplacer par une personne qui ferait que l'indépendance de la Fed serait fortement remise en question, ça va avoir un impact forcément sur la partie au long des peut-être qu'on baissera des taux courts, mais la prime de risque sur la c'est ça. Ça sera beaucoup plus élevé. Elle s'est déjà bien reconstituée. Je sais que la prime de terme sur le marché obligataire américain, je parle sous votre contrôle à vous trois, elle est peut-être au plus haut depuis 10 ans aujourd'hui. Voilà, on est environ à 100 points de base d'écart entre le 5 ans et le 30 ans. On peut aussi citer au fait le marché de... Alors, même si c'est un concept très théorique, le marché des CDS, donc des dérivés de crédit sur la protection contre le risque de défaut des États-Unis, même si ça peut être un défaut technique. Et en fait, on avait un sujet à chaque fois qu'il y a des négociations sur le relèvement du plafond de la dette. Bien sûr. Donc là, augmente fortement. On voit qu'il y a des tensions là-dessus, même si ce ne sont pas du même ordre que ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Mais on a quand même des tensions là-dessus qui traduisent quelque part le fait qu'il y a un scepticisme des investisseurs. Il y a une prime de risque qui est demandée par les investisseurs par rapport à la signature américaine. Bon, la succession de Jérôme Powell à la sauce Donald Trump 2025, non mais c'est un sujet sérieux quand même. En fait, c'est un sujet sérieux de crédibilité de la Banque centrale, parce qu'il y a même l'idée, et je suis d'accord que c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux, parce que Donald Trump nous a appris qu'il était effectivement, on va dire, imprévisible et que le pire était possible avec lui. Donc les scénarios qu'on n'envisageait pas, lui les envisage. Donc clairement, et pour moi le pire des scénarios dans ce cas de figure, ce serait avoir un shadow banker par exemple. Alors c'était un peu le sens de ma question. Les mois qui vont amener à la succession de Jérôme Powell peuvent être déjà des mois de levier pour l'administration américaine. Absolument, mais le problème que ça poserait... En utilisant donc un shadow gouverneur, quelqu'un qu'on aurait déjà nommé... sans que ce soit sans le nommer, effectivement, encore officiel, mais qui serait le trouble-fête de la parole de Jérôme Powell pendant ce temps-là. Exactement. Et on sait bien que Jérôme Powell est, on va dire, aujourd'hui a une crédibilité qui n'est pas discutable, qui n'est pas contestée par les marchés, et avoir finalement une direction bicéphale sans l'être, en quelque sorte, troublerait énormément le message, viendrait effectivement, compromettre quelque part la crédibilité de la Fed. Et on sait pertinemment que quelle que soit finalement la situation, ce qui compte dans ce genre dans l'économie et dans les marchés de capitaux, c'est la crédibilité des banques centrales. Si vous avez une banque centrale qui n'est pas crédible, il y a une politique monétaire qui n'est plus crédible, et donc cette fois-ci, les politiques budgétaires, et là effectivement il y a cette interconnexion entre les politiques budgétaires et monétaires qui pourrait aller dans tous les sens, et là introduire une volatilité qui serait hors de contrôle, notamment sur la partie obligataire. Et donc tout ceci, en fait, c'est un jeu extrêmement dangereux. Et j'ai presque envie de dire que Donald Trump nous fait du Trump en quelque sorte, puisqu'il est en train de tester la limite. Il est en train de tester finalement les marchés, quelle pourrait être finalement leur réaction si jamais je nomme quelqu'un, on va dire, par-dessus, en dessous le manteau, si je fais effectivement croire que je vais virer Jérôme Powell, mais finalement je déclare la semaine d'après que je le garde parce que j'en ai quand même besoin. Donc voilà, il est en train de tester en permanence, comme il l'a fait avec les tarifs. Il est en train d'évaluer ses options, quoi. Mais c'est clairement ça. Il les évalue en temps réel. Et sur la politique budgétaire, c'est exactement le même principe. Il part effectivement avec un paquet budgétaire démentiel qui pourrait effectivement faire, on va dire, dérailler littéralement les finances publiques américaines. Tout ça pour voir jusqu'où finalement il pourrait aller en matière de dépenses et jusqu'où on pourrait aller en matière de déficit. Et donc la question se pose notamment quand on a une croissance nominale aux États-Unis qui est inférieure ou qui est voisine finalement des taux d'intérêt nominaux. Ce qui veut dire qu'on a un problème peut-être sur la soutenabilité ou le remboursement des intérêts. Donc tout ceci, en fait, c'est un cosme extrêmement bruyant, extrêmement compliqué finalement à décrypter. C'est pour ça que ce que disait Florian est on va dire, fondamental. On a besoin de plus de visibilité. Pourquoi est-ce que les marchés actions, finalement, ont acheté la trêve et les 10% ? Parce que c'était une forme de feuille de route, en quelque sorte. On savait dans quelle direction, peu ou prou, on allait se diriger. Et donc, on reprend, finalement, on efface les pertes. Mais si jamais on a de nouveau en fait une autre mauvaise nouvelle qui chasse une autre mauvaise nouvelle, on repart dans l'autre sens. On revient sur un événement binaire là autour du 8-9 juillet du point de vue des tarifs réciproques. Tout à fait possible. Et si jamais effectivement il nous dit désolé c'est 20%. C'est reparti pour un tour. Ouais. Donc, il va falloir vivre dans ce monde-là de déficit de visibilité. Bon, on va parler de la Banque nationale suisse aussi, Florian, mais avant ça, si le sujet politique monétaire doit être forcément raccroché au sujet fiscal, avec en plus une désincitation peut-être pour les acteurs étrangers à venir acheter de la dette américaine comme ils ont pu le faire pendant longtemps, c'est toujours la même question. Qui va acheter les émissions du Trésor américain ? Et est-ce qu'il faut à nouveau
s'ouvrir à l'idée d'un monde qui verrait la répression financière redevenir un outil des politiques monétaires et des banques centrales. Alors ça peut prendre plusieurs formes, mais est-ce que c'est un sujet aux États-Unis qui va revenir sur le devant de la table pour contrôler justement ces rendements et ces courbes de taux obligataires? Je pense que c'est surtout un sujet en fait pour les investisseurs étrangers qui sont aujourd'hui très exposés aux actifs américains en dollars. Parce que le grand perdant de tout ce qu'on vient de décrire là, globalement, c'est le dollar. Lorsqu'il a Oui. été question de taper sur le poignet du banquier central américain, le dollar a dévissé. À chaque fois qu'on peut commencer à voir la corrélation entre la progression des CDS, liquides ou pas, et la baisse du dollar, elle est quasiment parfaite sur les 3 derniers mois. Il y a une prime fiscale, c'est même pas une prime fiscale, c'est une prime de crédibilité Ouais, c'est ça. simplement de l'État américain qui est en train de se former. Et en fait, elle est extrêmement punitive pour les investisseurs étrangers Qui investis détiennent du stock américain, bien sûr. en actions Bien sûr. comme en dette. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la dette, mais parlons également des actions. Où est-ce qu'on peut trouver des titres de croissance aujourd'hui dans le marché? Allez, on va en trouver un petit peu en Chine, on va trouver de la défense en Europe, mais surtout la vraie croissance, la croissance défensive, la croissance qui pourrait nous aider à survivre à ces 6 prochains mois, on va la trouver principalement aux États-Unis. Cette croissance-là, elle n'est pas couverte contre le risque de change en général. Donc, ce qu'on voit à peu près, il y a quelques études qui ont été menées. Il suffirait que les grands fonds souverains, les grandes caisses de pension mondiales passent leur ratio de couverture de 40 à 45% pour voir encore un peu plus de flux vendeurs dollars et continuer à alimenter un positionnement de marché qui est déjà extrêmement bear, qui est extrêmement négatif sur le dollar. Alors, vous allez généralement, on me rétorque dans ces cas-là, mais oui, mais attention. C'est contrariant. Exactement. Est-ce que c'est contrariant ou est-ce que c'est trend following? On est au niveau où on était en 2005. Vous avez probablement tous vu ce graphique qui montre justement le positionnement short dollar historique. On est au niveau où on était en 2005. Et est-ce qu'en 2005, le dollar s'est mis à s'apprécier furieusement juste après? Pas du tout. C'était justement le moment de gloire de l'euro. Souvenez-vous, 2008, les financières qui étaient notre Facebook de l'époque. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'en tout cas, en tant qu'investisseur étranger, on a un actif de couverture très liquide contre ce risque fiscal, ce risque de crédibilité, c'est le dollar. Et on doit en user et en abuser pour protéger justement nos investissements. Ça, c'est un premier élément. Se rappeler qu'il y a une différence entre le dollar et les actions américaines, qui ne partageront pas du tout le même destin probablement. Les actions américaines continuent à garder une forme d'attractivité. De l'intérêt. Exactement. Simplement, il faut repenser son exposition à ces actions américaines. Désormais, on va se couvrir contre le risque de change quand on va investir aux États-Unis. La règle, elle est simple. Vous couvrez le risque de change à partir du moment où la volatilité du marché des changes est supérieure à la volatilité des actifs que vous détenez. Bon, je pense qu'on est en train de redécouvrir que l'échange peut être aussi volatile que les actions. Et encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas cyclique, mais plutôt quelque chose de structurel. Et en tout cas, dans les 18 prochains mois, il va être difficile de faire sans. Ouais, bon, sur le sens du dollar, puisqu'on est sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous dites chez CPRM, Zacharia? Il y a une marche qui a été franchie déjà. Il y en a d'autres à venir peut-être devant nous? Oui, clairement. Enfin, je rejoins le point de Florian, c'est qu'en fait, on a des éléments structurels qui se mettent en place aujourd'hui pour justement pour pousser les acteurs, même s'ils n'ont pas fondamentalement une vision négative du dollar, c'est de diversifier en fait leur positionnement par rapport à une devise qui était considérée comme l'actif refuge. Ça rejoint la crédibilité de la Fed. Ce sont vraiment beaucoup d'éléments qui se croisent pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne prend plus de l'exposition de dollars de façon passive ou de façon, on va dire, comme subie. Voilà, si on s'en prend une position de dollar, c'est plutôt une position qui est active. Et là, en fait, du coup, si on sort du dollar, où est-ce qu'on va? Et c'est là où la question se corse un peu plus, parce qu'en gros, il y a l'euro qui a profité un peu de ce mouvement-là, mais on voit qu'en fait, en termes de diversification de réserves, tout va vers l'or. On va vers l'or. Oui. Et pour différentes raisons. Deuxième actif de réserve en 2024. Voilà. Nous disent les travaux des économistes. Par une part de flux et aussi une part d'appréciation. De prix de marché, bien voilà. sûr. Et en fait, on peut penser aussi à la tribune qu'a publiée Christine Lagarde avant-hier, où en gros, elle dit oui, l'euro peut être, il a peut-être un rôle, mais parmi un sujet très basique, c'est que les gisements en fait des titres de bonne qualité dans la zone euro, on n'y est pas.
enfin, l'Allemagne, de mémoire, c'est 2500 milliards. Les États-Unis, c'est 31 000 et quelques. Et là, on prend que de la dette d'État hors émetteur garanti par l'État. Et du coup, il y a vraiment un sujet. Et en fait, je pense que le dollar, en fait, on aurait pu voir une dépréciation beaucoup plus forte du dollar si des alternatives crédibles existaient pour les... Si on avait eu une belle union des marchés de capitaux en Europe, si on avait eu des eurobonds avec plein d'actifs sans risque à fournir à ceux qui en ont besoin, voilà. Oui, voilà. Et justement, c'est là, en fait, où il y a aussi ce côté structurel de diversification des réserves par rapport au dollar pour aller sur des actifs qui peuvent, en fait, qui ont moins de sensibilité par rapport au sujet actuel. Parlons de l'Europe, Mabrouk. Déjà, à travers le change, est-ce qu'à un moment, ça peut devenir problématique? On est autour de 1,15, là. Si jamais le sens du voyage reste le même et qu'il faut imaginer 1,20, est-ce que ça peut redevenir problématique pour des États, pour des acteurs privés, des entreprises, en l'occurrence? Et qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne? Avec les tarifs, le discours était plutôt de dire wow, vous allez voir, le change fera le boulot. Une petite dépréciation de l'euro et on passera comme ça les 10, 15, 20% de tarifs. Bon, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque l'euro a pris 10% malgré l'annonce de péage sur le marché américain. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'effectivement, si on a une appréciation un peu trop forte de l'euro, et on le voit déjà en fait dans les projections de croissance des bénéfices des entreprises qui ont été, on va dire, révisées de manière très significative. Ça a déjà un impact là. Ah oui, c'est tout à fait visible. Aux États-Unis, globalement, on a le même constat, une croissance qui ralentit, micro, macro, et pourtant une croissance bénéficiaire attendu pour 2025, qui est quasiment inchangé depuis le début de l'année. Il y a un effet dollar, effectivement, qui a joué. Donc l'appréciation de l'euro pénalise effectivement les entreprises européennes, et pas de bol en plus les entreprises françaises, puisqu'on voit qu'effectivement les révisions les plus fortes, les plus négatives, entre guillemets, sont pour les entreprises françaises notamment. Et donc, du coup, on a déjà cet effet-là. Alors, question, effectivement, du côté de la Banque centrale européenne, ça, à la limite, bien sûr, on connaît la position de Christine Lagarde, jamais elle ne se prononce sur l'euro, mais le fait est qu'on a un euro qui s'apprécie et en même temps, par ailleurs, un prix de l'énergie qui augmente. Finalement, quelque part, ça se neutralise. Ça se neutralise. Et donc, c'est plutôt un bon point, finalement, pour arrêter d'importer de l'inflation. Et on est dans une thématique, finalement, que la BCE joue, donc la désinflation qui se poursuit, qui devrait l'aider à continuer son programme de baisse de taux. Ah oui, son programme de baisse de taux. Et donc les baisses de taux ne sont pas finies en Europe. Donc ça, a priori, Madame Schnabel, effectivement, peut aller se rhabiller. C'est effectivement pas terminé. On arrive au bout d'un cycle quand même. Ça, c'est la voix. C'est pas que la voix de Schnabel, c'est la voix de Christine Lagarde. Oui, mais là, c'est un qui fait le consensus. C'est un consensus acheté, c'est-à-dire qu'en gros, elle a voulu une paix sociale au sein du board, et donc là, c'est la fin d'un cycle, ce que j'appelle un summer break, la pause de l'été. Villeroy dit effectivement aujourd'hui qu'il voit encore une baisse de taux dans les 6 prochains mois. Une ou deux, et en fait, en réalité, on doit passer en dessous de la neutralité monétaire. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc globalement, au niveau européen, cette appréciation de l'euro a des conséquences, effectivement, donc sur la partie micro. Et j'ai presque envie de dire, finalement, il n'est pas tout à fait vrai finalement qu'un euro fort puisse nous pénaliser. On a déjà vu effectivement l'Allemagne avoir des excédents commerciaux titanesques avec un euro à 1,60. C'est tout à fait possible. Oui. C'est-à-dire qu'en gros on avait... Mais là, on a le même niveau de compétitivité par rapport à d'autres marchés. Mais c'est pas le même niveau aussi de croissance mondiale. Et c'est pas le même niveau aussi d'échanges commerciaux. C'est là le problème en fait, c'est que si l'Europe parvient effectivement, comme l'a fait la Chine, à diversifier finalement ses partenaires commerciaux ou à renforcer son commerce intra-communautaire, là effectivement on va se dire bon finalement on est même immunisé contre les variations finalement de la devise. Et donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu finalement quelque part structurel pour l'Europe, c'est finalement de se redéfinir en quelque sorte. C'est pour ça que Donald Trump est à la fois un problème, si je puis dire, mais aussi une source d'opportunité pour l'Europe. Donc en gros, il met les Européens finalement face à leurs responsabilités. Il va falloir que vous trouviez des solutions en interne pour pouvoir croître, à la limite, sans nous. Et ça, quelque part, c'est plutôt intéressant. On va voir si on est capable de délivrer. Et c'est là où je pense qu'on a le plus gros risque en Europe, puisque tout le monde, effectivement, a acheté les plans, effectivement, de défense allemands, européens, etc. Très bien, mais quid de l'exécution? Si on n'exécute pas, j'ai presque envie de dire on est foutu. Donc on rentre dans une phase de déception un peu programmée de ce point de vue-là. En fait, il y aura forcément un niveau de déception qui va être très fort, honnêtement, parce que là finalement, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, clairement. En revanche, si on n'est pas capable, face à toutes ces menaces qui viennent à la fois de la Russie, des États-Unis, un peu partout finalement dans un monde de plus en plus dangereux et de plus en plus volatile, eh bien finalement, si on n'est pas capable d'exécuter un plan
qui, sur le papier, effectivement, présente de nombreuses solutions et des avantages pour la zone euro, ça voudrait dire qu'effectivement, il n'y a plus rien à attendre de cette zone. Oh. Donc j'ai presque envie de dire c'est le plan de la dernière chance. On les voit un peu, la croissance allemande. Mais il y a quand même des signaux d'une reprise, là, un peu aujourd'hui en Allemagne. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec la politique budgétaire. Pas encore. On sort de 2 ans de récession. Tant bien. allemande. Donc après Il y a un 2 ans de effet récession, rebond mécanique. Exactement. Mais là, il y a un budget qui arrive en Allemagne. Il y a un Il va budget y qui avoir arrive. quand même du soutien sur la table assez rapidement. C'est entre guillemets, encore une fois, tout ce que nous demandons, Ah ouais. et tout ce que les investisseurs demandent. En revanche, encore une fois, n'oublions pas que le Bundestag n'a pas donné un blanc-seing, entre guillemets, au chancelier, en disant attention, effectivement, on est d'accord, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec le budget. Donc l'orthodoxie allemande n'est pas Elle morte. n'a pas disparu, non. Exactement. Non, Donc, mais bon, voilà, la question de l'exécution est centrale. Ouais. Bon, si la Banque Centrale Européenne n'en a peut-être pas totalement terminé avec ses baisses de taux, Florian, est-ce que la Banque Nationale Suisse, elle, en a terminé aujourd'hui avec ses baisses de taux? C'est un peu la question du jour. Puisqu'on revient dans l'univers, alors non pas des taux négatifs réels, oui, mais en tout cas, on revient à une politique de taux d'intérêt zéro, le ZIRP, comme on dit. Tout à fait. Juste pour rebondir, Oui. une minute, 30 Bien secondes sûr. sur ce que Mabrouk vient de dire. Et venant justement d'un pays à monnaie qui a eu tendance à s'apprécier au cours des 20 dernières années, monnaie forte égale industrie forte. La progression d'une monnaie, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose, et c'est aussi une espèce de force qui discipline l'industrie, qui la pousse à faire des gains de productivité, et ces gains de productivité deviennent auto-entretenus, et ça devient ensuite un mode La de vie. compétitivité hors prix. L'Allemagne a très bien su Exactement. développer cet aspect-là de sa compétitivité. Exactement. Donc, et encore une fois, le parallèle avec 2005, il est parfait. De se dire, 2005-2007, l'Europe avait connu une amélioration de productivité en cohérence avec une progression de sa devise, et c'était des années pour l'Europe qui étaient fastes. Ouais. Maintenant, pour revenir au taux négatif, il faut comprendre qu'on a un changement de gouvernance à la tête de la BNS qui est en train de se mettre en place avec le passage de Jordan Schlegel et avec un style aussi qui est un petit peu différent. Du côté de Jordan, on avait plutôt quelqu'un qui avait une capacité à surprendre les marchés, à baisser de 50 points de base quand le marché en attendait 25, qui n'hésitait pas justement à créer des surprises, qui n'hésitait pas à créer des surprises généralement justement pour défendre un petit peu le change. Alors on n'a pas le droit de dire ça officiellement en tant que président d'une banque C'est pas centrale. un objectif. Exactement, ça n'est pas un objectif direct, c'est plutôt du domaine de l'indirect, mais créer une surprise négative et a plutôt aidé à amortir la progression du franc suisse. Là aujourd'hui, la situation elle est un petit peu différente. Déjà en style, le gouverneur a changé, il a une approche différente, il surprend peut-être moins qu'avant. Et l'autre élément, c'est que ce qui s'est surtout apprécié en termes de change, c'est le franc suisse face au dollar. C'est plutôt le dollar qui a reculé que l'euro qui s'est apprécié. Sûr. On est à Sûr. 0,93 sur l'euro suisse, ça bouge. C'est volatile, mais en tout cas la tendance, C'est quoi? elle est stable. Ça veut dire quoi? C'est pas la parité dollar-franc suisse, c'est pas la parité finalement la plus cruciale pour Non. une économie comme la Suisse. 80% des échanges entre la Suisse et le reste du monde se font avec l'Europe. D'accord. La Suisse est une partie intégrante, non pas de l'Europe politique, mais de l'Europe économique. Parce que ça, c'est une évidence. Oui. Anyway, Rien de drôle. on est rentré dans le formulé. on est rentré dans le meeting. Le marché anticipait en fait. Le marché était partagé entre justement 25 points de base de baisse ou 50 points de base de baisse qui nous auraient amené effectivement à un territoire négatif. On était exactement à moitié-moitié, 50% de chance, une pièce jetée en l'air. La BNS a fait le choix, au vu justement notamment du fait que la BCE donnait des signes d'essoufflement de ce processus de baisse de taux, De rester mesuré. de rester mesuré. Souvenez-vous que la BNS a un meeting a une réunion tous les 3 mois, alors que la BCE tous les mois. Donc il y a un petit côté anticipation de ce que la BCE va faire. Donc c'est la pause, on siffle la pause. Et il y a Là pas, aussi, il y a summer pas break. voilà, summer break. Rendez-vous en septembre. Exactement. Ça n'est Et là, pas c'est que- encore la pièce en l'air à ce stade. Là, c'est exactement la pièce en l'air à ce stade-là. Comment dire en fait, on a déjà vu les effets positifs de ces baisses de taux sur nos indices actions. Les actions suisses sont encore plus hauts que les actions européennes sur l'année en termes de performance. C'est stratosphérique. Et ça vient justement du fait que lorsque vous êtes face à une baisse des rendements sur vos indices money market, sur les rendements du cash, très naturellement, vous sortez de ces indices de cash. Et vous allez vers des placements plus risqués, vous achetez de l'obligataire, mais nous, on est à 0,3% de rendement obligataire, donc ça va être difficile d'en profiter beaucoup. Et il restait des actions, les actions ont fait plutôt bien de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un intérêt économique, un intérêt financier à aller au-delà? Pour l'instant, nous, on en doute. On en doute, et visiblement, Schlegel également.
Mais les taux d'intérêt négatifs, c'est une hérésie absolue. Hein. Donc, en gros, c'est une mauvaise allocation du D'accord. capital, etc. Donc le moins on y retournera, le mieux tout le Mais monde s'en portera. il y a un consensus. Et si la aujourd'hui, Suisse y retournait à 25 points de base près, bon, ils sont allés à moins 75, hein, je crois, Moins si c'est pas de 75, bêtises, hein, c'est ça. 75, oui. Ils étaient Ça effectivement- resterait une affaire suisse, cantonnée à la Suisse. Je pense que ça ne et donnerait pas pas un signal pour Ça ne d'autres. donnerait pas des idées à la BCE, d'accord. effectivement. Il y a un consensus retourner. aujourd'hui pour dire que les taux d'intérêt négatifs, c'était utile, effectivement, mais il ne faut pas non plus que ça revienne. Au même titre que les QE, c'était un outil, effectivement, indispensable, mais il ne faut pas trop en abuser non plus. Un petit mot quand même, l'actualité géopolitique et la manière dont elle peut se transmettre aux agrégats macroéconomiques et au marché également. Mabrouk, gardez la parole. La question, c'est le pétrole, évidemment, au 7e jour de cette guerre entre Israël et l'Iran. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette première réaction très légitime vendredi dernier avec un choc de 10% à la hausse. Ça s'est assez vite détendu. Et là, voilà, au bout de 6-7 jours, on voit quand même que les tensions restent fortement présentes, possible implication des États-Unis. Bref, la situation quand même reste tendue et le pétrole a tendance à plutôt remonter encore aujourd'hui. Quelles seraient les conditions à réunir pour un véritable choc pétrolier ? Est-ce que c'est un risque qu'il faut estimer, évaluer aujourd'hui dans des modèles ? Et face à ce risque-là, quelles sont les forces de rappel aussi de l'équilibre sur les marchés pétroliers ? Alors, le principal risque, bien sûr, c'est un arrêt total de la production iranienne. Alors, bon, c'est 4 millions de barils le jour, c'est pas non plus gigantesque, mais c'est surtout, en fait, Hormuz. Donc, le détroit d'Hormuz qui voit 20% du pétrole mondial passer par ce détroit. Donc là, effectivement, ça constitue un point de fragilité, un point de tension. C'est pour ça qu'effectivement, on a ce prix du baril qui remonte, reconstitution des stocks effectivement stratégiques, on se hâte à le faire parce qu'on ne sait pas. En fait, encore une fois, c'est le manque de visibilité qui conduit les investisseurs, en tout cas les industries, à agir dans ce sens-là. Alors, évidemment, si les États-Unis entraient en guerre, rentraient dans ce conflit de manière directe ou plus ou moins directe, là aussi, on aurait une deuxième couche, une deuxième envolée finalement du prix du baril. Il y aurait une prime de risque à mettre en plus. Disons que là, le conflit prend une autre dimension. Donc, en gros... Donc, le marché doit mettre un prix là-dessus. Exactement. Donc, le conflit prend une dimension qui n'est plus régionale, cette fois-ci. Donc, on ne parle pas de conflit mondial, bien sûr. Mais avoir effectivement une puissance militaire comme celle des États-Unis qui intervient dans cette partie du monde, alors même que, il faut quand même le rappeler, Donald Trump n'est pas connu pour ses velléités, en fait, militaires. Au contraire, hein, lui, ce qu'il aime, c'est la guerre économique. C'est pas la guerre chaude, la guerre, effectivement, avec des vraies balles. Sa position, d'ailleurs, trouble le camp MAGA. Ah, mais ça suscite un clivage monstrueux, effectivement, au sein des Républicains, qui ne comprend pas, finalement, ce changement de paradigme immédiat, finalement, de la part de Donald Trump. Donc, globalement, effectivement, il y aura une prime. Mais encore une fois, rappelons-nous ce qui s'est passé en 2022, effectivement, quand l'Ukraine a été envahie par la Russie. Donc, quand on regarde les métriques, notamment de volatilité implicite sur le prix du baril, en 2022, ça avait vraiment explosé. Là, vendredi dernier, ça a monté, mais c'est revenu. Non, rien à voir. Pas une panique. Absolument rien à voir. Et encore une fois, j'ai presque envie de dire de manière très cynique, parce que les marchés sont cyniques, à hauteur de combien cette région du monde contribue finalement au PIB mondial ? Zéro. Donc, et au marché de capitaux, zéro aussi. Donc, en fait, il ne va pas se passer grand-chose au niveau des marchés. Enfin, on le voit déjà. Hein, donc, quelque part, les marchés restent relativement calmes. On n'a pas finalement de sortie de route, à moins qu'effectivement, on ait véritablement, cette fois-ci, tout un tas de belligérants qui commencent à se mêler de cette histoire. Je fais de la politique. Oui, bien sûr. Mais la Russie qui commence effectivement à venir en aide à l'Iran, les États-Unis qui s'en mêlent, et là, effectivement, on commence à dessiner des scénarios catastrophes au niveau mondial. Et là, effectivement, ça peut vraiment déraper. Ouais, bon, c'est intéressant. On a vu, alors le dollar n'a peut-être pas joué un rôle de refuge, mais quand même, le dollar tient là depuis quelques jours face à un ensemble de devises. Et puis sur les parties longues de courbes obligataires, j'ai l'impression que là aussi, il y a un peu moins de pression. Est-ce qu'on peut espérer un peu moins de volatilité quand même ? Est-ce que les pics, que ce soit en termes de niveau, de rendement, en termes de volatilité, est-ce qu'on a atteint des climax là quand même au cours de ce premier semestre Alors, en fait, donc on parlait tout à l'heure de crédibilité, mais ce qu'on voit, c'est que donc cette crédibilité est quelque part un peu touchée, mais elle est quand même toujours là. Et, oui, on passe pas de l'exceptionnalisme au misérabilisme américain. Voilà, exactement. Comme ça, oui. On voit quelques signaux rassurants sur le côté fiscal. Les sénateurs qui commencent déjà à raboter un peu la loi budgétaire. On voit aussi que quelque part, on a cette impression que
que Donald Trump et globalement en fait le leadership américain a toujours en fait on veut ce niveau de taux long et qu'on se dit autour des 5% sur le 30 ans, il faut alléger un peu les sujets sur la guerre commerciale. Il faut envoyer des signaux positifs en termes de fiscalité, réaffirmer l'indépendance de la Fed. Et c'est quelque part, c'est ça qui rassure. Et en fait, la réaction justement sur la montée du cours du pétrole était très intéressante parce que on a eu en fait dans un premier temps, on a eu une volatilité sur les taux d'intérêt, où on les a vus baisser en risk-off et puis remonter parce qu'on se dit finalement ça change le chemin de l'inflation et puis au final on est sur une rebaisse. Donc il y a quand même en fait ce rôle d'actif refuge qui reste en fait sur le niveau sur les actifs américains. Le sujet va être vraiment clairement le chemin de la politique fiscale. On voit aussi en fait quelque chose de très important, c'est que on a une loi de rendement marginal sur les annonces positives sur la guerre commerciale, sur les actifs américains, notamment sur les actifs obligataires. Avant, en fait, une annonce faisait vraiment un impact important. Là, les effets s'estompent. Là, l'effet marginal est vraiment beaucoup plus faible. Donc, c'est vraiment en fait ce côté crédibilité qui va jouer dans la prochaine période. Si je peux me permettre, on a une forme d'accoutumance en fait des marchés absolument tout, que ce soit au conflit armé, que ce soit aux déclarations entre guillemets impétueuses de Donald Trump sur les tarifs, etc. Le marché maintenant aujourd'hui s'habitue et il n'y a pas de problème. Les investisseurs sont plastiques. Exactement, ils sont flex et plastique. Mais voilà, plastique, c'est exactement le terme. Ils s'adaptent. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché. Zakaria Darwish, CPR Asset Management, Mabrouk chez toi, Natixis IM et Florian Yelpo, Lombard Odier IM.